l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud Clerc et Manu Caillot. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. à toi, Marcel. Alors, le débat du jour, Franck Azema doit-il mettre hors jeu Verne Cotter? Nous évoquerons bien évidemment, messieurs, le match de samedi entre la SM et Montpellier lors de l'ultime journée de phase régulière du top 14, un match qui n'est pas sans enjeu. Il y aura aussi vos tops et vos flops et le quiz en fin d'émission. La semaine dernière, le quiz, c'était pas terrible. Hein. T'étais pas là, Christophe. Je n'étais pas là, mais j'ai écouté ça avec attention. On va essayer de relever le niveau. Voilà, je bouillonnais un peu là, devant le podcast. Mais Allez. Tu n'as pas tremblé en tout cas. Là. Non. Tu arrives confiant. Voilà, c'est ça. Allez, pour commencer, si j'ai pas révisé aujourd'hui. Pour commencer les trois infos, la première, elle concerne Étienne Falgou qui a eu la bonne idée de prendre un carton jaune face à Toulon. Alors, c'est un peu surprenant de dire ça. Il sera suspendu pour le match contre Montpellier, mais parce que c'était son troisième carton jaune cette saison. Donc les compteurs sont à zéro derrière. Contrôle. Ouais, tout à fait. Les compteurs sont à zéro, en tout cas son compteur. Son compteur à lui, oui, bien est sûr. remis à zéro avant d'aborder les phases finales, ce qui n'est pas le cas pour d'autres joueurs de la SM. On peut, Sabdi s'il joue, on pourra trembler pour Fritzli, pour Rabat Slimani, Yato, PCD Yato en effet, et Damien Chouli s'il joue en effet. Et la deuxième info, justement, elle concerne Damien Chouli qui s'apprête à quitter l'ASM. Alors, on l'annonçait à Perpignan depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel depuis jeudi. Damien Chouli qui a signé un contrat de 2 ans en faveur de l'USAP où il a évolué de 2007 à 2012. C'est même un 2+1, m'a-t-il dit, donc il y a la possibilité de 3 ans. Donc là, les calculs sont vite faits, voilà. Et puis la troisième info, elle concerne Camille Lopez, qui lui reste à l'ASM. Il a signé une prolongation de contrat de 3 ans. Le demi d'ouverture est lié à l'ASM jusqu'en 2023. Alors Franck Azema souligne son influence sur le jeu de l'ASM, ça on comprend bien, mais aussi son rôle prépondérant dans la vie de vestiaire. C'est important, ça aussi, c'est un paramètre. C'est un leader de jeu de par son poste, mais c'est devenu aussi un leader de groupe, je pense, oui. On connaît ses affinités avec Morgan Parra, qui est lui le patron et de terrain et de vestiaire. Et il s'est inscrit un petit peu dans les pas de Morgan Parra, et c'est vrai qu'il a pris peut-être un peu plus d'épaisseur. Alors c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer vu de l'extérieur, vu qu'on fréquente pas, on n'est pas ni aux entraînements, ni dans la vie du groupe. Mais apparemment, oui, Camille Lopez, il pèse de plus en plus. Mais notamment face à la presse, quand on le rencontre, il est d'humeur égale, on va dire. C'est quelqu'un qui... c'est un charmant garçon, oui, tout à fait. L'épisode 33 du podcast Ici Montferrand se poursuit avec maintenant l'heure du débat et une question toute simple qui peut intriguer celles et ceux qui ne s'intéressent que de loin à l'actualité du rugby. Franck Azema doit-il mettre hors jeu Verne Cotter? Alors pourquoi cette question? Parce que Montpellier est toujours en course pour intégrer le top 6 et donc pour disputer les phases finales. On va jeter d'ailleurs un œil sur le classement du top 14 et on s'aperçoit que Montpellier jouera son destin donc samedi sur la pelouse du Michelin, là où aucune équipe ne s'est imposée cette saison. Donc Christophe, la question... Montpellier réussit bien ces derniers généralement. Franck Azema doit-il mettre hors jeu Verne Cotter? Pour mettre hors jeu Verne Cotter, il a intérêt de jouer l'évitement plutôt que l'affrontement parce qu'il ne fait pas le poids. Il risque de prendre un joli tampon. En 1 contre 1. Voilà. En contre 1 dans le duel. Pas sûr que Franck s'en sorte, mais bon. Oui, pour tout un tas de raisons, Clermont a intérêt à... Déjà, il faut signaler quelque chose qui est très important, c'est que depuis ce week-end, Montpellier a repris son destin en main, ce qui n'était pas le cas avant cette avant-dernière journée. Tout ça parce que Montpellier a battu le Stade Français avec le point de bonus offensif à la 79e. La dernière, dans un match un peu dingo aussi, là, comme on en voit de plus en plus. Oui, je crois que c'est un pilier qui a marqué. C'est ça. Ouais. Et conjointement, La Rochelle qui a été incapable de prendre un bonus défensif au Loup. Ce qui lui aurait assuré une petite marge de sécurité, qui aurait permis de rester dans la 6e place surtout. Oui, parce que du coup, au classement, ils ont le même nombre de points. Ils ont le même nombre de points. Mais il y a un petit avantage. Et un avantage pour Montpellier, parce que Montpellier a mis un bonus défensif, je crois, lors de sa défaite à La Rochelle, alors que La Rochelle n'a pas... Ça s'est fini à 4-0 en point terrain à Montpellier. Donc Montpellier a repris son destin en main. Mais par contre, je crois que les joueurs de Cotter vont venir ici en n'ayant qu'une chose en tête, c'est de gagner avec un bonus offensif.
parce qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. La Rochelle, sauf si vraiment La Rochelle ne fait pas le match qu'il faut, va gagner contre Bordeaux et peut bien évidemment mettre un match point à de bonus. domicile pour La Rochelle. C'est à La Rochelle. Bordeaux qui n'a plus rien à jouer. Bordeaux qui n'a plus rien à jouer. Qui reste sur un match. Qui a pris un grand coup sur la tête avec ce match. Catastrophique hier. Catastrophique. Cette équipe est inconstante. 30 points, je crois, c'est ça. 36 à 7. Et ils prennent un 37 à 0 en seconde mi-temps. Enfin, c'est une équipe qui est déconcertante. Donc, qui peut en effet laisser flotter les rubans à De Flandre et La Rochelle s'imposer avec le bonus offensif. Si c'est le cas, ça impose à Montpellier de s'imposer avec le bonus offensif à Clermont. Donc, les Montpelliérains, il faut quand même que ça part de loin, quoi. Ils ne sont pas encore qualifiés. Il faut envoyer du bois, comme on dit. En sachant que Montpellier quand même reste sur une belle série. Oui, mais enfin déjà gagné avec 3 essais d'écart au Michelin. Non, mais bien sûr. Mais pour dire aussi la série quand même des Montpelliérains qui était très mal partie dans ce championnat, à mon avis, il va peut-être en manquer un petit peu au bout, mais depuis 8 matchs, ça fait 8 matchs consécutifs, me semble-t-il, où ils prennent au minimum 1 point. Il n'y a qu'une seule défaite lors des 8 derniers matchs. C'est une défaite d'1 point au Racing, me semble-t-il, 27-26, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 26-25. Mais... 26-25 peut-être. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça montre le parcours et la dynamique. Mais alors pour toi, Manu, depuis 26-25, c'est bien ça. Depuis la 8e journée, ils n'avaient pas été dans les 6 premiers à Montpellier. Donc ça montre vraiment qu'ils sont en train de finir ils finissent en boulet de canon. Ouais. Mais pour répondre à la question, parce que je n'ai pas répondu, on a un peu digressé. Introduction. Je pense qu'Azema, Azema a tout à fait intérêt, la SM a tout à fait intérêt à faire le match qu'il faut contre Montpellier, déjà les battre. Donc les écarter. Les écarter, mais ça sera, c'est pas ce qu'ils vont poursuivre comme but. C'est pas leur objectif. C'est pas d'éliminer Montpellier, ou du moins ils vont pas le dire. Même si il serait préférable de ne pas retrouver Montpellier s'ils se qualifient, parce que ils ont une belle tête de vainqueur, si je puis dire. Et c'est épais, ouais. D'équipe surprise de la fin de saison, comme Castres l'a été la dernière, tout simplement, parce que porté par un enthousiasme, par un souffle nouveau, par une confiance acquise sur ces derniers mois de compétition. Alors pourquoi Clermont a intérêt à l'emporter et à faire ce qu'il faut ? Parce que déjà par rapport au match hier soir, qui est quand même un match, mais alors une purge, un brouillon. C'est un brouillon total. Enfin, il n'y avait rien de structuré. Voilà, je préviens, on ne fait pas de focus sur le match parce que franchement, il n'y aurait pas grand-chose à dire, comme disait Azema. Oui. Non, rien à redire. À part la boîte à gifles qui a mis un peu d'animation. Alors, j'ai pas regardé les archives pour faire des statistiques, mais est-ce qu'une équipe est capable d'être championne de France en perdant les 2 derniers matchs de phase régulière? Et je ne crois pas que ça soit arrivé souvent. Donc, l'ASM a intérêt à réenclencher la dynamique. Et Montpellier est l'adversaire idéal. Et de faire d'une pierre deux coups, en quelque sorte. D'une pierre deux coups, mais je pense que c'est d'abord Clermont avec lui-même qui a intérêt à sortir le match qu'il faut pour préparer d'abord la suite, les demi-finales. Alors évidemment, c'est un peu à double tranchant parce que faire un gros match, c'est-à-dire un engagement maxi et tout, s'impliquer à fond, ça implique justement d'exposer des joueurs à des blessures, à des cartons jaunes. On va peut-être en reparler à un moment. Donc je crois que pour reprendre le fil de leur saison et de ce sprint final, Azema a intérêt de déborder vers le Cotter. Alors on va donner la parole à Manu. Toi, ton avis, Manu, Franck Azema a-t-il intérêt à mettre hors jeu Verne Cotter ou... Faut pas se focaliser sur Montpellier. À mon avis, ce qui est important pour Clermont surtout, c'est que c'est le dernier match avant les demi-finales. C'est la répétition générale. Donc, comme disait Christophe, effectivement, le match d'hier n'a pas permis de faire le plein de confiance, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, il faut se retrouver, à mon avis, refaire un match plein avant les demi-finales. Il n'y a plus que celui-ci maintenant. Il y aura pas Franck de barrage. Azema veut s'occuper de son équipe avant tout. Je pense, parce qu'après, très franchement, vu ce qu'a proposé l'ASM depuis le début de la saison, je vois pas quel adversaire, même en demi-finale, certes sur un match. Alors je suis peut-être trop confiant, je ne sais pas, mais je vois pas quel adversaire, même Montpellier, peut inquiéter Clermont. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, comme le disait Christophe, Montpellier, c'est une belle tête de vainqueur. Je me permets de reprendre ton expression parce qu'elle est très juste. Mais alors, justement, je t'interromps juste 30 secondes pour dire que Laurent Campistron, qui est journaliste à l'équipe, que vous connaissez peut-être, a déclaré il y a une semaine, il y a 6 jours exactement, dans un podcast qui n'est pas le nôtre, mais qui est pas mal aussi. Je vois une équipe pour contrarier Clermont, c'est Montpellier. Si Montpellier parvient à se qualifier, cela va être dur de les arrêter. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est quand même une armada. C'est une équipe qui est compliquée à bouger. On sait, c'est du défi physique permanent.
Et ouais, en phase finale, c'est une équipe qui peut être dangereuse, qui peut te faire des jouets, avec du talent à tous les postes. Là, il y a Nadolo qui revient, qui apparemment a fait un super match. Donc ouais, effectivement, Montpellier a une belle pancarte de favoris s'il parvient à se qualifier dans le top 6. Et pour tout vous dire, enfin pour corroborer ce que dit Arnaud et ce que tu viens de dire à propos de notre confrère de l'équipe, j'ai été rencontrer Verne Cotter cette semaine à Montpellier, enfin la semaine dernière. Et en effet, il m'a confirmé, avec son petit sourire en coin et l'œil pétillant qu'on lui connaît, que s'il se qualifiait, il serait pénible à rencontrer pour tout le monde. Parce que justement, les gars ont tout à gagner et rien à perdre. Et, ils sortiront de nulle part. Ça sera l'invité surprise de la dernière semaine. Et là, c'est tout bénef. Et là, c'est vrai que ça enlève une pression, mine de rien. Un club qui finit premier, dans ses favoris, style le Stade Toulousain et un degré moins de Clermont, auront plus de pression, ce genre d'équipe auront plus de pression parce qu'ils sont attendus. Ils doivent tenir leur rang. Quoi. Ouais, mais Voilà, ils doivent tenir leur rang. Montpellier, mais qui aurait misé sur eux il y a 15 jours, 3 semaines, voire 2 ou 3 mois. Donc Après la défaite de Perpignan, rappelle-toi. Qui aurait misé sur Castres l'année dernière avant la dernière journée? Il faut jamais oublier qu'ils se qualifient grâce à un résultat, je sais plus improbable. Et à la sortie, ils sont champions de France. Manu, tu voulais? non, enfin, je suis plutôt confiant moi pour Clermont. Il y a quelques années de ça, effectivement, ce côté pression, mais encore une fois, l'équipe a mûri, l'équipe a grandi et je suis confiant pour Clermont. Moi, je vois l'ASM en finale. Voilà. Mais alors, Moi, je rajouterais Je me tromperai peut-être que je. Si on ressortira le. Si on regarde l'enregistrement. les déclarations des Montpelliérains depuis quelques matchs, on sent des mecs qui sont habités, quoi. On sent un nouvel état d'esprit dans le groupe. Je crois qu'Altrad les avait pris dans le vestiaire pendant 1 heure après le match de Perpignan. Et visiblement, ça a ressoudé le groupe. Et les mecs sont habités par un état d'esprit qui peut tout renverser, quoi. Et s'ils se qualifient dans le top 6 à la dernière journée, ouais, ça va être compliqué. Puis on va rappeler qu'ils ont perdu en finale. C'était eux les finalistes l'année dernière. Cotter m'a expliqué que la rébellion était venue. Alors il y a eu le discours du président, mais ça, c'est du grand classique. Mais la rébellion est venue d'un noyau de joueurs qui se sont dit les choses en face, qui ont vraiment parlé entre eux. Hors staff. Comme on dit, ils se sont dit les choses. Ils se sont dit les choses. Ils se sont regardés dans la glace. Voilà. Ils ont peut-être été après se saouler à la bière, mais ça a ressoudé, et ça les a ressoudés. Et le reste de l'équipe a adhéré au fait que il fallait qu'ils proposent autre chose. Mais alors, est-ce que Attention quand même, pour que Montpellier passe par un barrage. S'il se qualifie, barrage à l'extérieur en plus. Mais j'ai cru comprendre aussi que Pierre Mignoni ne voyait pas tellement d'un bon oeil s'il devait recevoir à nouveau à Gerland. Oui, parce qu'on se rappelle même à Gerland. la demi-finale. La demi-finale de la dernière, de l'an là, passé. un peu. Puis bon, oui, Montpellier, c'est une équipe qui est compliquée à manœuvrer. C'est un peu moins pénible que Castres, mais c'est plus dense, il y a plus de facteurs X Ouais. à Montpellier. Mais alors, Castres. Montpellier est plutôt facile, on va dire, entre guillemets, sur la pelouse du Michelin ces dernières années. Parce que les 4 dernières Tout à fait. rencontres de top 14 au Michelin, c'est Montpellier qui les a empochées. Ouais. Et il faut remonter, j'ai donc noté, au 22 février 2014 pour voir un succès de l'ASM face aux Héroltais 42-16. Et ce était jour-là, quand même, Morgan oui. Parra avait d'ailleurs pris un carton rouge Oui. sur un coup de tête. Après, les saisons se ressemblent, mais Oui, après, les se contextes suivent, sont mais ne se peut-être un peu ressemblent différents. pas. Il faudrait Les contextes- regarder. Les contextes sont différents. Ça relève plus de l'anecdote quand même. C'est pas. Je me souviens de ce fameux match, justement, après l'élimination contre Bordeaux, l'UBB en Champions Cup. Montpellier s'était présenté au Michelin une semaine après. On avait senti qu'elle, clairement, était encore marqué par cette élimination. On s'en souvient, assez rocambolesque aussi. Avec, Et la défaite de l'année dernière, elle se construit, enfin, elle est scellée en toute fin de match. C'est au mois de début janvier, je crois. Oui, c'est ça, oui. C'était début janvier. Bon, là, l'ASM était déjà dans le dur à cause des blessures, pas de charnière. Enfin bon, c'était compliqué. Donc les contextes sont différents. Mais pas... tout ce que vous me dites là, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que Franck Azema, il a ça dans un coin de sa tête quand même. De se dire, si on gagne, Non. voilà, c'est l'occasion d'écarter quand même d'écarter, un oui, un rival. Parce que Je les pense qu'il quatre peut défaites, vraiment poser des les problèmes à 4 cette équipe. défaites, ils s'en foutent. Faut être, Non, bien voilà. sûr. Mais par non, contre, oui, on est d'écarter d'accord. un rival, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, c'est mais pas ça le- fait partie aussi d'une démarche Ça peut compter, du coup, stratégique, après. entre guillemets. Ça serait une conséquence d'un bon match de l'ASM et une victoire de l'ASM qui éliminerait en effet un prétendant potentiel et sérieux au titre s'il venait à se qualifier.
Mais alors, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, quand même, alors je ne sais pas si vous étiez là tous les trois, mais quand j'avais posé la question, vous m'aviez dit que Castres était le pire adversaire pour l'ASM. C'est toujours d'actualité ou Montpellier? Pas pour l'ASM. Castres est le pire adversaire pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que c'est vraiment des pénibles. C'est une équipe qui sait faire déjouer, qui sait mettre les mains et le nez où il faut pour ralentir. Je dirais que les équipes qui jouent beaucoup, qui misent beaucoup sur le volume de jeu, style Toulouse et Clermont, en effet, ont plus de difficultés face à cette équipe de Castres. Après, Castres, Montpellier, le Racing en demi, de toute façon, ce sera difficile. De toute façon, il faudra taper du peut-être qu'il y aura l'atout de l'expérience et de la qualité de l'effectif face au Loup et à La Rochelle. Mais après, face aux autres, il y aura match, quoi qu'il arrive. Bon, allez, on va terminer avec un petit pronostic. Manu, est-ce que tu penses que Montpellier va le faire ou pas? Ce qui serait quand même une belle histoire, parce que c'est presque une remontada. Je pense pas, parce que l'ASM va vouloir encore une fois préparer sa demi-finale, faire un match plein, finir devant son public par une victoire. À mon avis, ils sont invaincus, ils n'ont pas perdu un match cette saison. Ils vont vouloir finir effectivement invaincus chez eux. Donc c'est pour ça, je ne vois pas Montpellier créer l'exploit. Je pense que La Rochelle sera le dernier qualifié entre guillemets. Arnaud, moi, je mettrais un petit billet aussi sur Clermont, parce que je pense qu'ils vont vouloir réagir après le brouillon du Stade Mayol et avec dans un coin de la tête éliminer un adversaire sérieux aussi. Christophe, tu vois pas La Rochelle perdre face à Bordeaux justement, sur ses terres? Il faut jamais oublier que ces dernières journées offrent toujours des surprises, alors des trucs auxquels on n'avait pas pensé. On va rappeler que tous les matchs sont à la même heure. Voilà, c'est important de le dire. Il faut refaire les calculs. Imaginez une contre-perf de La Rochelle. Un point de bonus défensif de Montpellier peut suffire pour les qualifier, par exemple. Ce que je ne vois pas du tout, c'est une victoire bonifiée de Montpellier. Là, ça voudrait dire que la défense de Clermont est passée à travers. Explosé. Il y a eu un truc, et ça serait vraiment très mauvais signe pour la suite, pour les demi-finales. Il faut appeler un chat un chat. Donc Montpellier peut gagner, prendre les 4 points, mais de l'autre côté, La Rochelle peut pas les 4 empocher points, 5. pas les 4 points, parce que ça va être dur pour Montpellier de gagner ici, quand même s'ils viennent pour chercher leur qualif. Pour Clermont, c'est quasiment un quart de finale, quoi. Un quart de finale sans la pression du résultat. Ils sont sûrs d'être en demi. Oui. Mais par contre, il faut qu'ils soient abordés comme un quart de finale. Voilà. Très bien. Messieurs, merci. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec toi, Christophe. Ton top, s'il te plaît. Et bien, mon top, on parle de Montpellier. C'est un joueur de Montpellier qui s'appelle Yvan Reillac, qui a un 3/4 centre de 23 ans, qui sort un peu pas de nulle part, parce qu'on l'a déjà vu un peu la saison dernière, un peu avant. Ce garçon me fait penser il y a quelques années à Wesley Fofana, peut-être un poil moins explosif, mais on sent que pas tout lui réussit, mais il a les bons rebonds et tout. Il joue les intervalles comme il faut. Il est toujours bien placé. Il est vraiment une plus-value dans cette équipe. Et puis il s'est fait une place au milieu de cette armée de gold sud-africains. Serfontaine, Stein, François Stein, ouais, c'est ça. Enfin, ça manque pas de volume. Et moi, ce garçon me plaît bien. Et Verne Cotter me disait cette semaine, justement, quand je l'ai rencontré, qu'il était un peu surpris. Il pensait vraiment que ça pourrait être une des surprises dans la liste des 65 pour la Coupe du Monde au Japon. Il n'y est pas, mais vraiment, c'est un garçon intéressant. Arnaud, ton top? Alors, mon top, on va partir dans plus bas dans la hiérarchie rugbystique, j'ai envie de dire. Mon top, c'est Arpajon, qui est la seule victoire auvergnate dans les phases finales ce week-end, que ce soit en Fédéral 3, en Fédéral 2 ou en série. Alors, en battant Aubagne 46-3 dans leur stade de la Vidali, ils ont fait un grand pas pour l'accession pour la Fédérale 2. Je les vois pas perdre. Ils ont le point de bonus terrain. Je crois qu'ils ont mis 6 essais, donc point de bonus offensif. Ils ont 5 points terrain à 0. Donc balotage très favorable. Balotage très favorable, ouais. Un pied, un accident, 4 orteils, l'ongle du petit pied. En Fédéral 2, ouais. Sauf s'ils ont tous un panari au pied, donc ils y sont, quoi. Manu, ton top, s'il te plaît. Alors, c'est pareil, je vais rester au niveau amateur et je vais saluer tous les bénévoles qui font un boulot énorme, inestimable, une force inestimable tous les week-ends. On a eu l'occasion de le constater avec Histoire qu'on a suivi ce week-end, où les bénévoles ont quand même préparé tous les repas pour les joueurs.
Alors c'est vrai qu'à Issoire, il y a un noyau de bénévoles très fort qui Le fait fameux quand même, repas tiré du sac. voilà, qui fait la force de ce club, mais il n'y a pas qu'à Issoire, c'est dans tous les clubs et franchement chapeau à eux parce que sans eux, tous ces clubs de fédéral, de série, même au niveau plus haut, après ne seraient pas là et ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font. On passe à Issoire au Challenge Auvergne, l'énorme organisation, il y a le Challenge Ollier qui arrive aussi, Challenge Rodier pardon. Voilà, donc chapeau à eux. Vous n'avez pas aidé à la plonge, Manuel? Non. Il y avait ce qu'il fallait. On va passer au flop, Christophe. Alors mon flop, une fois n'est pas coutume, parce que je n'aime pas faire ça, mais je suis obligé là. C'est le RC Toulon. Non, c'est l'arbitrage de ce match, Ah. Toulon-ASM. Monsieur Blasco-Baquet, que j'ai vraiment trouvé, mais alors pas du tout au niveau. Avec l'avalanche de carton, c'est ça qui t'a pas plu? L'avalanche de carton, des décisions mais incohérentes, enfin sur les mêlées, il est nouveau dans le panel, on va lui laisser le bénéfice du doute et qui progresse, mais alors. Et puis bon, d'entrée, on a senti quand même qu'il fallait pas gâcher la fête à Basta et Guirado, quoi. Enfin, franchement, c'était un peu jubilé, donc voilà. Le carton rouge, il n'a pas pu faire autrement parce que là, vraiment, les images sont flagrantes. L'autre, il met deux fois la main dans la t'as figure. Fénois qui prend le carton Par rouge. contre, alors le jaune de Van der Merwe, on a beau regarder les images dans tous les sens, on voit pas où a été le geste de nervosité de Van der Merwe. D'ailleurs, quand on voit sa réaction en bord de terrain à la télé, on comprend que lui non plus comprend pas, quoi. Donc voilà, carton jaune, monsieur l'arbitre. Voilà, qui est fait. Ton flop, Arnaud? Mon flop, c'est le match d'hier soir, le brouillon rendu par Clermont, puis même par Toulon. Ils n'ont pas fait c'était pas un super match. En même temps, tu plein t'y attendais pas, d'imprécisions. non? Hein? Tu t'y attendais pas. Je super m'attends match. toujours. Vous savez, je suis un grand romantique. C'est ça. Un doux rêveur. Toujours Alors que moi, je suis un cynique. Un doux rêveur. un doux rêveur, C'est un un- romantique, tout ce que vous voulez. Je m'attends toujours à des orgies de rugby. Non, mais j'ai été servi hier soir. Voilà, ouais. Monsieur dans le Je me fantasme. souviens pas d'avoir vu Clermont aussi brouillon en touche. Je n'ai pas calculé le nombre de ballons perdus, mais je crois dans les 20 premières minutes, il y a 4 sur 5, je crois, sur leur propre lancée. Au total, je pense qu'on n'est pas loin de 7 ou 8 ballons égarés dans la ligne. Ouais, donc j'ai ce qui est énorme. Non, vraiment beaucoup d'imprécisions et un match à oublier. Allez, tu passes le ballon à Manu pour son flop. Oui, pour l'UBB, alors qu'il y a une très bonne idée de ressortir le maillot des 100 ans. Milo Adamier. Voilà, C'est c'était très beau. Ouais. Mais alors, cette équipe de Bègle. l'UBB, alors par contre, qui est capable d'aller gagner effectivement à La Rochelle, elle nous a tellement habitués à faire le yo-yo, ils sont capables, on ne sait pas pourquoi, mais sur un coup d'éclat, d'aller faire un coup à l'extérieur. Mais enfin, c'est quand même Ah, une mais là, équipe. ce match était impressionnant. Et ça fait quand même plusieurs saisons que les Bordelais, voilà, on les annonce dans les 6 et à chaque fois, ils n'y sont pas. Cette année, on disait c'est bon, c'est la bonne, ils vont y être, ils n'y sont toujours pas. Alors je pense que Christophe Furios va avoir un énorme boulot à faire pour remettre tout ça Beau d'aplomb. chantier. Voilà, mais le chantier est énorme. Et puis voilà, enfin, la deuxième mi-temps d'hier illustre quand même parfaitement la saison. Enfin, le match d'hier illustre la saison. Une équipe capable de bien jouer par moment et puis de s'effondrer totalement par la suite. Peut-être que Toulouse n'était pas descendu du bus en première mi-temps. C'est ça. Voilà. Le réveil n'avait pas sonné. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, donc comme promis, place au quiz. Nous allons évoquer bien évidemment les duels entre Clermontois et Montpelliérain, puisque c'est l'affiche du prochain match. Ce sera donc samedi, si je dis pas de bêtises, à 16h, c'est ça 16h15. 16h15, très précisément. Allez, le 22 mars 2008, l'ASM s'impose à Montpellier 56-14. Donc grosse fessée. Qui étaient ce jour-là les joueurs titulaires en deuxième ligne côté Clermontois? En Attendant. 2008, J'aurais tendance à dire qu'une mort Priva, mais ça doit pas être ça. il y a Priva, Thibaut Priva, mais c'est pas que de mort. Qui c'est qui Son était camarade de deuxième ligne, un Français, qui n'est Jacquet plus à l'ASM, c'est Loïc Jacquet. Loïc Priva, Jacquet et Jacquet, Thibaut Priva, Ça va être compliqué, Arnaud. qui étaient Ouais. titulaires ce jour-là. Le jour-là que Eric Béchu, qui était l'entraîneur de Montpellier, avait dit rugby, clairement c'est du rugby de PlayStation, parce que alors, c'était ça rentrait comme dans du beurre. Je crois qu'il y avait eu un 21-0 en 9 minutes. Il y avait Benoît Babi qui jouait, et puis il y avait eu D'accord. Nalaga qui commençait à percer les coffres forts. à Tire-Larigot. Voilà. Le 3 septembre 2006, l'ASM humilie Montpellier, décidément, au Michelin, 55-7. Alors, est-ce que vous pouvez me citer la ligne des trois quarts de l'ASM au coup d'envoi? Quelle date, cher ami 2006, septembre 2006. Alors, c'est des noms... voilà. La ligne de trois quarts Oui, c'est des Rougerie noms Rougerie emblématiques. Malzieu, Il y a Floch. Rougerie et j'ai entendu... Malzieu. Malzieu sur les ailes. Malzieu et Rougerie sur les ailes. Mhm. Et maintenant, il me faut les Canalé. trois quarts centre. Canalé. Non. Tony March. Tony March et... Marius Joubert. Non, un Français... Benoît Babi. Non, qui s'est illustré dans une finale de bouclier européen.
Chanel. Voilà, Raphaël Raphaël Chanal, c'est lui qui était associé à Marche au centre ce jour-là. Le 4 octobre 1997, on remonte un peu plus. On était nés encore. Hein. Nous étions. L'ASM en passe plus de 50 à Montpellier, s'impose 56-10. Au Michelin. Pouvez-vous me citer la charnière auvergnate au coup d'envoi, sachant que, je vous préviens, Gérald Merceron était titulaire au poste de 3 quarts centre. Castagnan, Nicole. Alors, il y a Nicole, mais c'est pas Castagnier. Larue. Larue, effectivement, Christophe Larue et Eric Nicole, c'était la charnière ce jour-là. On est à la rue par contre. Effectivement. Le jeu de mots était facile, mais j'approuve. Je vous confierai un ouvrage qui retrace l'histoire du club. Vous me ferez vous apprendrez vos leçons. Pour la prochaine saison. Allez, on Il est en termine. bonne position dans ma bibliothèque. Dernière question, le 20 septembre 2013, là c'est un peu plus proche, Montpellier l'emporte 43-3 face à l'ASM. J'ai quand même mis une victoire de Montpellier-Rennes parce que bon. À Montpellier. Qui évoluait ce jour-là en première ligne du côté clermontois au coup d'envoi de cette rencontre? Alors je veux les 3 noms. Alors il y a plusieurs nationalités. Il y a trois nationalités. Zirakashvili. Non. Il n'y a pas Kaiser. Il y a Benjamin Kaiser au talonnage. Et il faut me trouver les Domingo. piliers. Non. Ah non, mais il y a trois nationalités différentes. Ouais, donc c'est pas des Français, vous aurez compris. Donc Kaiser au milieu. À droite, qui ça pouvait être Celso n'était plus là, bien sûr. Celso, oui, c'est ça. Oui, plus là. Qui c'est qui a comme pilier, comme droitier à l'époque? Un joueur qui a évolué dans Kotze. 15 de France. Il y avait Kotze, effectivement, Daniel Kotze. Donc et l'autre, droite et à gauche. le pilier gauche, c'est donc, on va dire, un étranger, mais qui a joué, qui a porté les couleurs du 15 de France. Debatty. Voilà, Vincent Debatty. Debatty, Kaiser et Kotze. Kotze, c'était la première ligne au coup d'envoi de cette défaite donc de l'ASM face à Montpellier. Sur la 75. Bon allez, on n'insistera pas, victoire de Christophe Buron, c'est bon. Merci, l'épisode Sur le 33 fil. du... Je suis qualifié pour le demi-finale direct. Ouais, à l'arraché, oui, qualifié pour les demi-finales. Par contre, il va falloir faire les barrages, messieurs. On a essayé d'éliminer Christophe Buron. Moi, je voulais pas le prendre en phase finale. Allez, cet épisode est terminé. Il va aller au bout, je pense. Vous pouvez télécharger sur les différentes plateformes, C'est pour notamment lui. sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Et Merci, à la Martial. prochaine. Merci Ciao. à vous. Martial. Salut.